Si vous vous souvenez de mon échange avec Louison Coiffé il y a quelques mois, vous savez que je suis impressionné par les athlètes polyvalents. Et Louison, c'était un bon exemple, avec des performances exceptionnelles sur du KV et du 100 km ou presque. Mais dans le milieu, on a aussi Katie Scheid ou Blandine Hirondelle qui arrivent à faire ce genre de grand écart. Je sais pas si ça sera possible dans le temps, avec l'augmentation du niveau en trail sur à peu près tous les formats, on verra bien, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est le cas. Certains athlètes et certaines athlètes sont polyvalents et polyvalentes. Mais Élise Poncé, c'est encore autre chose comme polyvalence. Athlète de la team Arc'teryx, mais également entourée d'autres acteurs dont elle parlera dans l'épisode, à pied, Élise est spécialisée dans la course en montagne. Elle excelle sur des formats courts, ultra rapides, d'une dizaine à une vingtaine de kilomètres, mais à côté de ça, elle est également performante dans plusieurs autres disciplines de montagne. Par exemple, elle a détenu pendant près d'1 an le record de l'aller-retour en ski du Mont Blanc en 6h54 et 47 secondes, une durée assez éloignée de sa plus belle performance à ce jour dans sa carrière, en tout cas à ses yeux. Sa deuxième place au championnat du monde de course en montagne, Up and Down, en 2019, qui était en Patagonie, et qu'elle court en 1h15 et 41 secondes. On pourrait aussi mettre en perspective les voies qu'elle réalise avec succès en escalade ou en cascade de glace dans le cadre de sa préparation au diplôme de guide de haute montagne, d'un côté, et sa meilleure performance sur 10 km route de l'autre côté en 34 minutes et quelques. Bref, au fil des années, Élise se rapproche de plus en plus de l'objectif qu'elle s'est fixé il y a quelques années lors de sa jeunesse en région parisienne, ne faire qu'un avec la montagne et y passer le plus de temps possible. Mais malgré tout, ses compétences et performances, elles viennent pas en un claquement de doigts ou par chance. Elles sont le fruit d'un entraînement quotidien, minutieusement orchestré pour jongler au mieux entre les différentes pratiques. Et c'est ce travail d'équilibriste que je vous propose de découvrir et de comprendre dans cet échange. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Et dans cet épisode, on va mettre de côté la science pour écouter Élise Poncé. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire d'Élise, mais également partenaire de Courir Mieux pour la saison 3 du podcast. Suunto, c'est une marque qui, à l'image de mon invité, est ancrée dans la montagne, l'aventure et la performance, en proposant des produits et des fonctionnalités aussi bien pensés pour la découverte et l'exploration que pour la compétition et la recherche de son plus haut niveau à soi. Vous pouvez par exemple autant profiter d'une cartographie exceptionnelle et encore améliorée récemment que de guides pour réaliser efficacement vos séances de fractionnés les plus complexes et intenses. Pour découvrir les produits Suunto, je vous invite à utiliser le lien et le code présent en description de l'épisode. Et maintenant, place à mon échange avec Élise Poncé. Salut Élise, comment ça va ? Salut Cyril, ça va très bien. Bienvenue à Maglan, du coup, en Haute-Savoie. Première fois que je découvre ce ville, comment tu dis ? Village, et même pour être précise, on a Gravin ici, donc c'est un lieu-dit de Maglan. Ok, très bien. Donc, premier endroit que je découvre ce lieu-dit, exactement. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis très content que tu acceptes mon invitation, puisque ça fait quelques temps que je regarde un peu ce que tu fais en performance. On s'est croisés rapidement au Templier, et bref, je me suis dit à un moment, ce serait cool que je reçoive Élise. Et la première fois que je m'étais dit ça, mais on pourra en reparler, c'était l'an dernier, et juste après, tu avais mis un message en disant je suis dans la proba guide de haute montagne, je veux voir personne et je veux travailler ma proba. Donc je m'étais dit, bon, je la contacterai plus tard. Je m'en souviens même pas, c'est vrai ? C'était un post Instagram que tu avais marqué, c'est là où je me suis dit, bon, je vais la laisser tranquille. Je pense que c'était il y a 1 an tout pile, parce qu'il y a 1 an tout pile, j'étais exactement dans la même situation, en train de préparer ce probatoire, donc ce test d'entrée en formation. Et effectivement, je débranche complet dans ces cas-là, j'avoue. Pas cette année. Non, cette année aussi, je débranche. J'ai fait un switch, tu vois, j'ai coupé Insta. Là, je fais moins de courses à pied, du coup, je me focus vraiment dessus. C'est dans 1 mois pile, donc c'est maintenant qu'il faut bachoter et je suis à fond. Je te propose qu'on rembobine un chouïa, parce qu'il y a peut-être des gens qui te connaissent pas, dans les personnes auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Est-ce que tu peux te présenter à ces personnes ? Moi, je m'appelle Élise Poncé. Ça fait maintenant 12 ans que je fais de la course à pied et plus précisément du trail courte distance. Donc moi, je suis spécialisée dans les distances entre 10 à 40, 50 km. Allez, j'ai fait un 50 une fois dans ma vie. Mais voilà, je suis très courte distance. J'adore ça et je fais à peu près ces disciplines depuis que j'ai commencé la course à pied. Donc j'ai fait 10 ans en équipe de France. J'ai commencé en junior, donc en équipe de France de course en montagne exactement. Moi j'ai grandi en région parisienne, j'ai fait 18 ans à côté de Paris et à 18 ans après mon bac j'ai décidé de me rapprocher des montagnes parce que j'étais déjà très passionnée et amoureuse des montagnes et moi mon rêve c'était vraiment d'habiter dans cet élément, donc j'ai tout mis en place dans ma vie pour
pour faire ça. Et j'avoue que la course à pied a été un gros levier pour moi pour prendre cette décision parce que à ce moment-là, je commençais le trail, etc. Et voilà, c'était l'environnement dans lequel je voulais être. Donc, hyper contente d'être là, hyper contente du chemin parcouru jusqu'ici. Et voilà. Tu viens de dire que tu étais spécialisée de format 10 à 40, 50 km. Et pourtant, quand j'ai regardé, on va revenir après sur tes performances un peu notables, il y a quand même des jolis KV aussi. Tu te considères pas spécialiste de cette discipline ? Ah non, pas spécialiste du tout du KV. Par contre, j'aime beaucoup l'effort parce que c'est un effort court, intense. T'as rien dans les jambes le lendemain. En vrai, c'est hyper intéressant comme effort. Et d'ailleurs, dans la course à pied, je parle souvent de course à pied et pas trail running parce que j'ai aussi commencé par l'athlétisme quand j'étais à Paris. Surtout moi, à mon époque, il y a 12 ans, le trail pour les jeunes, ça n'existait pas, clairement. Et donc, il fallait commencer par apprendre à courir, à faire de l'athlétisme. Donc, j'ai commencé dans un club. Ensuite, j'ai fait les crosses. J'ai été repérée, comme beaucoup de gens, par les profs de PS pour faire les crosses UNSS, etc. Et ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour rentrer dans ce milieu-là. Donc ouais, j'ai fait un peu de route, pas beaucoup de pistes, j'avoue, ça j'aimais pas du tout, mais je m'entraînais quand même un peu dessus. Beaucoup de cross, un peu de KV, de la course en montagne, du trail court. Voilà pour ce qui est de la course à pied. Et j'ai pas parlé de ça, mais je fais aussi du ski alpinisme depuis 5 ans, commencé après le Covid. Et ça te réussit pas mal. Et ouais, ça me réussit pas mal. Non, non, ça me réussit pas mal dans le sens où moi, j'aime beaucoup le ski. Je pense que j'ai un bon feeling avec ce sport de manière générale, du moins en descente pour commencer. Et quand j'ai découvert le ski de randonnée en version compétition, donc ski alpinisme, j'étais mais c'est super, c'est vraiment un effort pour moi. Je peux faire de l'endurance en montée et descendre à bloc, enfin génial. Et en montagne, surtout en dehors des pistes, parce que c'est vraiment ce que j'aime. L'objectif, c'était vraiment d'être en dehors des pistes. Et pareil, j'ai fait un peu tout, de la vertical race à la Pyramenta, en faisant un projet en montagne aussi. On y reviendra peut-être, mais voilà. Donc assez polyvalent, je dirais. Et puis je fais pas mal d'autres sports à côté aussi, en montagne. Assez polyvalent, je crois que c'est un euphémisme pour décrire ton parcours, mais on en reparlera juste après. Aujourd'hui, si je te demande, c'est quoi ton activité professionnelle ? T'es athlète à 100%, tu travailles encore à côté ? Non, je suis athlète pro depuis 3 ans maintenant. J'ai fait des études avant avec lesquelles j'ai bossé pendant 7 ans. Et en parallèle, j'étais athlète de haut niveau. Donc, progressivement, je suis passée de athlète normale, amatrice, à athlète de haut niveau, à semi-pro et à pro. Donc, ça a été hyper progressif. Et j'ai vraiment apprécié le process. Et en plus, c'est chouette parce que tout s'est un peu fait naturellement, pas trop poussé pour ça. Et j'ai adoré chaque étape. Et là, je suis hyper contente de pouvoir en vivre grâce à mon sponsor principal, Artérix, depuis 3 ans maintenant. Et ça me permet de développer aussi d'autres choses à côté. Donc, ce projet, effectivement, d'essayer de rentrer dans la formation de guide de haute montagne et de continuer, effectivement, à performer pas sur les formats dont je te parlais, donc trail court. Avant qu'on rentre un peu dans la sportive que tu es, est-ce que si je te demande de faire un pas de côté, tu peux nous dire si tu as d'autres passions que la montagne, d'autres choses qui t'animent, ou est-ce que tout tourne autour de la montagne? Non, hélas, non, ce serait bien qu'il y ait qu'une chose qui me passionne, mais non, je suis quelqu'un qui est, enfin, pas passionné, je dirais pas passionné. Le gros truc, c'est vraiment la montagne. Après, j'aime faire plein de choses à côté. Qu'est-ce que je peux te dire là tout de suite qui me rend heureuse ? Par exemple, j'ai un jardin chez moi, un petit potager. J'adore les fleurs, j'adore m'occuper de mon potager. J'aime aussi beaucoup aller en ville. J'avoue que vu que j'ai grandi en région parisienne, j'ai quand même un peu gardé ça, ce côté culturel où, 1 ou 2 fois par an, j'aime quand même retourner en ville, visiter une capitale ou retourner à Paris, ville que j'aime beaucoup. Voilà, globalement. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je suis quelqu'un d'assez sociable, donc j'aime passer beaucoup de temps avec mes amis, c'est hyper important. 3 questions auxquelles je te propose de répondre le plus spontanément possible, qui sont des fois un peu pièges pour les invités quand ils ne les reçoivent pas en amont, ce qui est ton cas. Quel est ton film préféré ? Un film qui t'a marqué ? Kill Bill. 1, 2, les 2 ? Les 2, j'adore Tarantino. Et attends, plus récemment, je rebondis sur Kill Bill, le dernier des samouraïs que j'ai vu, genre dernièrement, et en fait ça parle de samouraïs, de katana, tout ça, donc bref, trop bien, j'adore l'esprit, j'aime trop l'esprit de concentration des samouraïs, de taffer, de travailler sur des mouvements, des trucs, enfin bref. Mais Kill Bill, incroyable. Mais Kill Bill, incroyable, parce que Tarantino, parce que l'ambiance, parce que toujours bien, quoi. On va voir si tu restes dans le côté samouraï. Un livre préféré ? Oh putain, Cyril, je ne lis pas beaucoup. Si, mais j'en ai un, c'est ma Bible, La Voix des guerriers des rochers. C'est un livre de prépa mentale de grimpeur. Rien à voir avec la course à pied, machin.
Ok, très bien. Il faudra que je t'en recommande un. Je retrouverai le nom pendant l'interview, mais où tu suis l'épopée d'un samouraï sur 2 tomes gigantesques et peut-être que ça te plaira. Musique ou artiste préféré? Yves Simon au Pays des Merveilles de Juliette. Musique à l'effort ou pas? Pas du tout. Je n'ai jamais mis de musique à l'effort. Même en course ou quoi que ce soit, pas du tout. Non, à part, ok, peut-être sur mon home trainer de temps en temps, mais sinon, je déteste courir avec de la musique, surtout en nature. Du coup, je te propose qu'on passe à la sportive que tu es. Alors, j'ai préparé un portrait de toi que je vais présenter et je te laisse m'arrêter ou corriger si jamais j'ai fait une erreur dans cette espèce de petite histoire que j'ai retrouvée de Élise Poncet. Bon, Team Artérix depuis 2024, donc ça va faire 3 ans. Tu es également accompagné par Sunto, Julbo, Baou et ATK, des fixations de ski. C'est bien vrai. Tu t'entraînes toute seule? Non, j'ai un coach. Ah, eh ben j'ai cru que tu t'entraînais toute seule. Ah non, 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 t'es fou. Non, mais moi, j'ai un coach, j'y connais rien en physio. Très bien. Qui est-il? Simon Gosselin, Ah, bah très bien. depuis 5 ans. Qu'on salue, que j'ai eu la chance de recevoir dans le podcast il y a au moins 2 ans et qui était pour moi un super épisode. J'étais très content de le recevoir. Alors là, pas d'erreur, tu as une Cutitra 750. Tes meilleures performances semblent être sur des formats qui sont autour des 20K. C'est là où en tout cas tu sembles coter le plus fort. Résultats notables, j'en ai noté plusieurs. Première course répertoriée en 2014, la Mona Lisa des Templiers, c'est ça? Ouais, c'est vrai, ça date. Ouais. Il y a 12 ans. Ouais, Tu te rends compte? tu vois? 9 victoires, 11 deuxième place, 4 troisième place. Ça, c'est le gros de tes résultats. Dans les résultats importants, j'ai noté 2e à la Sky Race des Matésins 2018, championne de France de course en montagne en 2022, 2e à la Trophée Okima en 2024. Et ce résultat, je voulais le souligner. Déjà, je l'ai souligné pour Hilary Gérardi, que j'ai reçu il y a quelques mois, parce que on sait que la Trophée, enfin, parce que c'était une collègue à toi, donc je voulais revenir On là-dessus. sait que c'est la reine de cette course, tout à fait. Et en plus oui. de ça, on sait que cette course, elle est extrêmement relevée sur le circuit skyrunning. Elle fait partie, en tout cas, des considérées comme les plus techniques. Donc, Ouais. quand même, 2e en 2024, c'est pas rien. En dehors de ça, tu as plein de places d'honneur sur différentes sky races, puisque tu aimes bien ce type de format de course. Et tu as également des résultats et des projets en ski alpi. Plus récemment, par exemple, et je crois qu'il tient encore, réalisé avec ton ami Hilary Gérardi, le record de l'ascension du Mont Blanc à ski. Non. Il tient plus? En Alors, 6h54 minutes et 47 secondes. Déjà, j'étais seule. Hilary m'a aidée sur ce projet. Oui, t'étais pacé, je veux dire. Ouais, T'as été pacé par différentes exactement. personnes, dont Hilary, dont Jacob Tony. Herman, dont Tony, McCann, Paul Lenoir, enfin bon, plein de copains. Et non, je n'ai plus le record. Il a été battu par Lorna Bonnell. Donc il a tenu 1 an, quelque chose comme ça? Ouais, un an à peu près. Ouais, 1 an. Donc elle l'a battu de 2 minutes. Mais en vrai, je suis contente. Je suis contente. Bien sûr, ça fait toujours un petit pincement et tout ça. Mais en vrai, je suis contente que ce soit elle parce que d'une, c'est une super nana. C'est une athlète qui est dans le ski alpinisme depuis vraiment longtemps. Donc, c'est tout à son honneur. Et en plus, ça a vraiment donné de la valeur à mon temps que j'avais fait l'année dernière parce qu'il n'y a pas beaucoup de références quand même. Il n'y a pas toutes les athlètes qui vont sur ce projet Mont Blanc. Et de l'avoir battu que de 2 minutes, entre guillemets, par une fille qui est vraiment super forte, qui a un super palmarès depuis 15 ans, Lorna. En vrai, j'étais presque fière de me dire c'est cool et tout, ça donne de la valeur à mon projet. Ouais. En préparant cette interview, j'en ai lu une de toi où tu disais que déjà tu savais que ce record tomberait, et que tu en étais consciente, donc déjà ça. Et tu disais aussi que pour toi, il y avait plusieurs choses qui étaient à optimiser, des raccourcis que tu avais ratés, des conditions dantesques que tu as eues au sommet qui auraient pu être meilleures. Et que tu gardais ce Mont Blanc dans un coin de ta tête. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? On m'a pas mal posé la question là quand justement Lorna l'a battu. Et en fait, si je le referais, ce sera pas tout de suite. Ce sera vraiment dans plusieurs années, je pense. La raison principale, c'est que j'ai passé une tellement belle journée l'année dernière que je crois pas que ça puisse être mieux. Je crois pas que je puisse avoir autant d'émotions, autant de joie, être aussi bien accompagnée. Et donc pour ça, j'ai envie de le garder un peu et je veux pas avoir une version moins bien de ce que j'ai vécu. Et deuxième chose, je sais pas si mon positionnement par rapport aux records en montagne, etc., aux ascensions rapides, je sais pas si j'ai envie d'en faire un truc genre chaque année auquel je pousse, donner cette version de la montagne, du stade, etc., qu'on pousse toujours plus loin. Je l'ai fait, donc je vais pas non plus blâmer du tout ça. Et j'en referai certains, mais je sais pas si j'ai envie. Voilà, chacun son tour. Moi, j'ai surfé sur la vague pendant 1 an, c'était hyper cool, c'était une putain de journée. Mais voilà, j'ai pas envie de forcément aller à la course toujours. Non, c'est moi, c'est mon Mont Blanc. Non, c'est ok. Ok, excellent comme réponse. En tout cas, moi, ça me touche ce que tu viens de dire.
Est-ce que dans cette histoire que j'ai essayé de résumer de toi, j'ai oublié un résultat super important à tes yeux qui mérite d'être souligné? Ouais. Ouais, t'en as oublié un qui est, un particulièrement, qui reste mon plus beau souvenir sportif. C'était en 2019, du coup, au championnat du monde de course en montagne en Patagonie. Non, j'ai fait deuxième individuel et on a gagné par équipe. Et ça, c'est clairement ma meilleure perf. Alors, on peut pas parler, parce que je pense que tu t'es basé sur les codes ITRA, etc. Mais nous, en course en montagne, on n'a pas trop de référence à ça. Nous, ce qui parle, c'est vraiment les places sur les championnats. Donc, en équipe de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Et c'est à ça qu'on se réfère. Donc, effectivement, j'ai certainement pas coté sur cette course. Mais moi, ma valeur objective en tant que sportif, c'est clairement là que je l'ai faite. Surtout que j'étais genre à 20 secondes de Grayson Murphy, qui est donc une athlète incroyable. Et non, j'ai vraiment fait pour le coup, ce jour-là, une grosse perf, ouais. Et c'est pas la cote qui m'a fait écarter ce résultat. Je me suis dit, c'était il y a 7 ans. Et c'est peut-être pas aussi important que ça dans ta carrière aujourd'hui, mais malheureusement, manifestement, je me suis trompé. Ouais, non, carrément. Non, parce qu'il arrivait tôt. Effectivement, c'est un objectif c'est un résultat qui arrivait très tôt dans ma carrière, peut-être trop tôt, mais qui arrivait en plus à un moment où je m'y attendais pas et tout. Et je suis très contente de l'avoir fait une fois. Je sais pas si je recommencerai, je sais pas si je referai une perf comme ça. Je continuerai de m'entraîner mais c'est fait et c'est trop bien et je l'ai vraiment savouré. Et sur le moment, je savais très bien que il allait pas en avoir beaucoup des comme ça, donc je l'ai vraiment savouré, ouais. Tu l'as déjà un petit peu dit, mais pour être sûr d'avoir bien compris ta réponse, qu'est-ce qui t'a fait passer des sentiers à la montagne? Vraiment l'appel des sommets, comme tu sembles l'avoir dit depuis le début, ou... Alors moi, j'ai commencé la course à pied à la base pour aller en montagne. En fait, mon leitmotiv depuis vraiment que je suis gamine, c'était faire de la montagne. Faire de la montagne sous toutes ses formes, que ce soit de l'escalade, de la haute montagne, etc. Et en fait, en étant à Paris, je me souviens bien m'être dit vers 14-15 ans, quel est mon moyen pour optimiser le temps pour un jour aller en montagne, vivre en montagne, etc. Et c'était me faire la caisse, entre guillemets. Et donc, du coup, ça a commencé comme ça. Je me suis dit, voilà, je vais essayer de courir. J'aime bien quand même courir, etc. Donc, on va passer par là. Et puis, de fil en aiguille, je me suis prise au jeu de la course à pied, de la compétition, de la performance, etc. Et les deux ont évolué. Donc, à la base, c'était vraiment le leitmotiv montagne. Puis après, ça a pris un pourcentage plus important dans ma vie de faire de la course à pied en performance, avec objectif de performance. Et voilà, et donc ça a fait 100% à 80% performance. Et puis là, je reviens à un truc 50% montagne et 50%, on va dire, course à pied en performance. Voilà, c'est les deux priorités de ma vie aujourd'hui et je scinde mon temps un peu comme ça, ouais. Ce que tu viens de dire, ça m'amène à une phrase de toi que j'ai notée quelque part. Tu as dit dans une interview que tu approchais la course à pied et les compétitions de manière contemplative. Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que c'est ce que tu viens de nous décrire là dans ton 50-50 Ouais, oui. Déjà, dans mon entraînement de base, je suis assez chiante, par exemple, tu vois, en stage d'athlé ou en stage avec l'équipe de France, par exemple, m'entraîner sur des pistes de ski ou même sur une piste d'athlétisme. Moi, je m'entraîne jamais tu vois, en station ski ou sur piste d'athlé. C'est vraiment un levier hyper important de ma motivation. C'est d'aller quand même chercher. Je sais bien, tu peux pas toujours avoir le petit balcon hyper sympa pour t'entraîner et faire ta séance de seuil. De toute façon, tu regardes tes genoux, donc voilà. Mais pour moi, c'est hyper important d'avoir mon petit échauffement dans un endroit que j'aime. Enfin, je sais pas, ça contribue vraiment, vraiment à ma motivation quotidienne pour aller m'entraîner. Et oui, je suis quelqu'un de très contemplatif. Enfin, de manière générale, je sais pas. Ouais, c'est vraiment un gros, gros sujet dans pourquoi je fais ça ou la raison pour laquelle je fais ça. Et en course, pareil, je vais choisir des courses qui sont dans des endroits que j'ai envie de découvrir. Après, il faut pas se leurrer. Bien sûr, quand j'ai un dossard sur le dos, c'est dur. Mais par contre, c'est sûr que j'adore quand, par exemple, c'est du skyrunning, on est sur des arêtes ou on est sur des singles. C'est marrant parce que ça peut être un peu paradoxal avec la course en montagne, par exemple. C'est des courses qui sont hyper rapides et globalement, on n'a pas trop le temps et c'est assez athlétique, hein, c'est pas technique, ça court. Et tu vois complètement flou du début à la fin. Mais à la fois, c'est hyper joueur, c'est sur des petits sentiers et ouais, c'est hyper important. Et du coup, la question qui m'est venue quand je regardais un peu ton profil en préparant cet échange, c'est est-ce que t'aimes ça, la compétition? Ou est-ce que t'es obligé d'y passer parce que de toute façon, sinon, t'existes pas en tant qu'athlète de haut niveau? Comme tu viens de le dire, en course en montagne, t'as que les championnats de France, d'Europe, mondiaux comme référentiel. Et si tu fais pas ça, t'as beau être le meilleur du monde, t'existes pas en tant qu'athlète. Est-ce que t'aimes vraiment ça, la confrontation, l'affrontement ou... Ouais, non, j'adore ça. Ouais, en fait,
je prends vraiment ça. Ouah, il y a des moments où c'est plus difficile de dire ça entre guillemets, mais genre, c'est vraiment un jeu pour moi. Enfin, j'aime l'idée de jouer, de me dire que, bah, je vais me transcender lors d'une course, que je vais non pas me battre contre les autres, ni c'est pas contre moi-même non plus parce que surtout sur les formats courts, ça joue des coudes, on en veut, c'est tu vois, c'est le fight. Surtout quand tu fais du cross et tout, tu les championnats de France de cross et on est 300 sur la ligne de départ, les coups de coude, les machins. Par contre, j'aime vraiment, utiliser l'autre pour, me rendre meilleure. Tu vois, j'aime bien cette idée de jeu, genre un coup c'est toi, un coup c'est moi et c'est un super travail pour l'ego, pour plein de trucs en fait et vraiment franchement moi c'est ça qui me galvanise et d'ailleurs, la compétition, c'est ce pourquoi je m'entraîne tous les jours. S'il y avait pas de compétition derrière, mais jamais de la vie, j'irais me coller des séances ou quoi que ce soit. Je courrais pour moi bien sûr de manière contemplative encore une fois, mais jamais de la vie je ferais des séances et tout. Ah non, non, moi le leitmotiv d'ailleurs, ça me l'entraînement, c'est pas la partie fun pour moi. Moi j'aime si je pouvais gagner, sans m'entraîner, je le ferais. Bon, je m'entraîne et je gagne pas, c'est galère mais bon. Ouais, mais il y a qu'un seul gagnant ou une seule gagnante, tu vois? Bien sûr et d'ailleurs, faut surtout pas se focaliser là-dessus parce que sinon on est toujours déçu. Enfin, je veux dire, on gagne, personne ne gagne tout le temps, enfin. Mais non, non, ouais, alors l'aboutissement, le leitmotiv, c'est vraiment la compète au bout, ouais. Mais du coup, on peut à la fois adorer la compétition et à la fois adorer juste la montagne et du Ouais, temps dehors et des complètement, off, quoi. en fait, je pense pas qu'il y ait qu'une motivation, et puis on est tous complètement différents sur, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui machin, je vais te dire des trucs tout bêtes, mais moi j'avoue que les données d'entraînement, Strava, les mach j'ai même pas Strava d'ailleurs, j'aime même pas Strava, la montre, le volume, ça ne m'intéresse pas du tout. Il y a des gens pour qui ça va être un vrai leitmotiv de connaître tout ça et je peux comprendre. Moi pas du tout. Moi ça va être, oui, bah, aller jouer, serrer des coudes, machin, à l'entraînement ou en compète ou, aller voir mes jolis petits sentiers, découvrir un nouveau sentier, voilà. Je me retrouve beaucoup dans ce que Élise vient de dire. Plusieurs motivations peuvent nous amener à faire du trail ou à aller en montagne au sens large, que ce soit pour de la pure exploration contemplative ou pour de la compétition, de la confrontation avec d'autres et avec soi-même. Et on peut à la fois adorer l'aventure et adorer profondément la compétition. Et puisqu'on parle d'amour pour la course, c'est le moment de vous parler de Compressport, partenaire de la saison 3 du podcast Courir mieux. Compressport, c'est un acteur majeur du monde du trail qui met au cœur de ses réflexions les courses, la compétition et l'amélioration de nos performances. Il propose une large gamme de produits de haute performance pensés pour nous accompagner dans les entraînements au quotidien et les grands jours et qui sont conçus en croisant des tests dans leur laboratoire de recherche et les retours terrain de grands athlètes de leur team. Une technologie que j'apprécie particulièrement dans le contexte de la compétition, notamment en longue distance, c'est la compression ciblée sur les quadriceps qu'on retrouve par exemple dans le Cuissard Under Control Trail. Si la littérature scientifique a peu creusé les effets de cette compression sur les trails longs et les ultras, après des heures de descente qui malmènent nos quadris, on sait quand même avec certitude que la compression améliore le maintien musculaire et personnellement, je trouve que dans ces contextes, cette sensation fait une vraie différence. En description, vous trouverez un lien vers ce produit et un code promo réservé aux auditeurs de Courir Mieux. Et maintenant, je vous propose qu'on revienne à mon échange avec Élise. Est-ce que dans ta carrière sportive, tu identifies un virage, un moment où les choses ont changé de dimension un petit peu, ou pas spécialement, ça a été une évolution constante, sans vraie rupture à un moment donné? Ah, intéressant comme question. Ça a été progressif. Non, ça a été assez progressif. Je suis pas passée un jour de personne à star, pas du tout d'ailleurs, je suis pas du tout une star, mais non, après le virage qui a été, enfin là où je me suis sentie vraiment me dire, «Waouh, en fait, j'en suis là maintenant, c'est hyper cool», c'est quand j'ai signé avec Arc'teryx quand même, qui a été un bah, voilà, c'est quand même une marque de sport outdoor internationale, incroyable, qui m'a ouvert des portes sur l'international, parce que, moi avant c'était très franco-français. D'ailleurs en plus le trail est très franco-français, mais là ça m'ouvre à plein d'autres sports, à un côté international énorme. Donc voilà et puis ça me permet aussi de justement aller dans ce double projet du guide, c'était compliqué avant parce que je bossais en plus avant, j'étais athlète de haut niveau, enfin j'arrivais pas à tout faire. Donc là, ouais, gros virage sur ma vie, sportive, perso, pro, Et ça fait partie, Arc'teryx, des acteurs outdoor qui sont à 360% dans la montagne. Je veux dire, en je pense plus, ouais, que en plus. ça colle bien à la polyvalence de pratique que tu démontres. Bah, ouais, exactement. En fait, il couvre, tous les sports de montagne. Donc, que ce soit, tu vois, le ski alpinisme que je vais faire l'hiver ou, bah, l'escalade, enfin tout, en fait. Et puis d'être aux côtés d'athlètes, on est une cinquantaine d'athlètes dans le monde, de tous sports différents. Donc être dans le même team que Nina Caprez, une grimpeuse ou, enfin ou, je sais pas,
Colline Ballet-Baz en ski freeride, enfin incroyable quoi. Incroyable d'évoluer aux côtés de ces gens-là aussi. Si je te demande aujourd'hui quel est ton profil de course préféré, parfait. Pour toi, si demain là tu peux la créer, c'est exactement ce qui te convient, c'est quoi? Ça va être un format 20 km très technique, où ça marche en montée. C'est tellement raide que ça marche en montée. Personne ne peut courir, parce que je suis pas mauvaise marcheuse. Et très technique à la descente avec faut sauter de bloc en bloc, voilà. Et une arrivée plate où ça court, pas mauvaise en sprint aussi, je pense à la fin. Voilà. Ok, ça marche. Elle existe à peu près cette course ou pas encore? T'as réussi à trouver une course où tu te dis ah ça c'est vraiment pour moi en fait? Laisse-moi réfléchir. Skyrun était vraiment une course pour moi. D'ailleurs, une fois. Tu l'as fait il y a quelques années? J'avais bien performé dessus. D'ailleurs, c'était aussi un de mes top 5 meilleurs souvenirs de course. Et après, j'aime beaucoup aussi le parcours de l'ETC, de l'UTMB, que j'ai découvert l'année dernière. L'année dernière où tu fais 5. Ouais, 5. Ouais. Et hyper joueur, hyper véloce. Et justement, avec pas mal de petits singles et tout. Beaucoup aimé, ouais. Tu y retournes cette année? Peut-être. Ok, c'est pas encore décidé. Si je te demande quelques questions donc pour clôturer ce profil d'athlète, un peu comme livre, film, musique, mais plutôt orienté sur le matériel de sport, quelle est ta paire de chaussures préférée? La Norvan LD4 d'Arterix, du coup. Quel est ton aliment à l'effort préféré? Quelque chose que tu manges souvent? Ça va être la baou, la compote framboise, menthe, fraise. Voilà. Alors, c'est pas. Alors, je vais pas l'utiliser dans mes entraînements d'intense, mais par contre, en montagne ou en long footing ou quoi que ce soit, beaucoup, je la mange tout le temps. Aliment en récup préféré? Après un gros effort, il y a quoi dans ton assiette? Des œufs, beaucoup d'œufs. Ouais, beaucoup d'œufs. Un peu de fromage frais. Et après, je me suis mise un peu plus récemment au shaker protéiné. J'essaye, faut pas mourir bête. Écoute, moi, en 12 ans, il faut que j'évolue aussi un peu. Donc, j'essaie de nouvelles choses, même après 12 ans, tu vois. On a un partenaire en commun, Suunto. Donc j'ai rajouté 2 questions Suunto. Quelle est la montre Suunto que tu utilises le plus? Race S. Est-ce que tu as une fonctionnalité sur la Race S que tu apprécies particulièrement ou que tu aimes bien utiliser? Pas particulièrement. Enfin, après, j'adore planifier mes entraînements sur mon téléphone parce que moi, souvent, si je suis complètement dans le flou, j'arrive plus à réfléchir et compter mes intervalles, c'est plus possible. Donc, l'avantage, c'est que c'est très pratique avec l'appli et comme ça me fait mon bip bip en permanence et c'est très bien comme ça. C'est la 2e répète ou la 14e, je sais plus. Ouais, je sais plus, machin. Donc, très bien, ça me le dit et j'ai pas besoin de réfléchir. Quoi, c'est Simon qui va dire il y en a 8 de trop là. Généralement, c'est pas trop. Ah, ok, c'est plus. Voilà, Okay. hein, ça, tu peux lui demander, c'est sûr. Est-ce que tu as un parcours préféré où tu adores aller t'entraîner? Oui. Juste au-dessus de Maglan, au carreau, exactement. C'est un petit parcours de 7 km qui part du chalet de mon grand-père, dans lequel je suis beaucoup allée en vacances. Et ça revient, c'est une petite boucle très mignonne. Et j'y vais sous tous les temps, à toutes les saisons. Et je sais pas, j'ai une attache avec ce sentier. Est-ce que tu as un sommet préféré? Oui, le sommet du Tenverge. Tu sais où c'est? Non, pas du tout. Hein. J'allais te demander. Dans les Aravis? Non, on dit Aravis, on dit pas Excuse-moi, dans les Aravis, Aravis. Cyril, enfin. Excuse-moi. Non, c'est dans le Haut-Gifre, donc c'est pas très loin d'ici, c'est à 30 minutes d'ici, et c'est le massif du Haut-Gifre, justement, à côté de Samoin, Six Fer à cheval. Samoin ou Samoins? Samoin! Ah, ok, c'est bon. Et ouais, sommet très, très, très sauvage. Quel est ton meilleur souvenir en trail? Est-ce que c'est ta 2e place au championnat du monde de course en montagne que tu as mentionné un peu plus tôt? Oui, je crois, ouais. Ouais, en vrai, oui. Et surtout qu'on a fait, encore une fois, championne du monde par équipe avec mes coéquipières Christelle Deval, Anaïs Sabrier, Mathilde Sagne. Et voilà, Christelle et Anaïs, j'ai fait 5 ans en équipe de France avec elles. C'est des amies très proches et ça avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur, ouais, pour nous. Si je te demande le revers de la médaille, ton pire souvenir en trail? Zegama, il y a 3 semaines. On va en reparler juste après. Et dernière question de cette partie-là de l'interview. Une ou un athlète qui t'inspire particulièrement? Pourquoi je la prépare pas, celle-là? Non, pour la blague, je vais dire parce que je la connais. Léonie Perriot. Alors, non, j'allais te dire, je connais pas cette athlète, malheureusement, tu peux nous en parler? Allez, je vais parler d'elle parce qu'on était au lycée ensemble, parce qu'on était en UNSS ensemble, on a pas mal évolué, puis on est deux têtes de mule, du coup, on s'entend vraiment bien, et au final, on en est là, tu vois, à vivre de
de notre sport et tout ça. Et Léo, c'est une triathlète, tu vois, qui a fait 5e aux Jeux de Tokyo. Voilà, ça fait 15 ans qu'elle est en équipe de France de triathlon. Enfin, clairement, c'est dans le trio Cassandre, Léo, Emma, je crois. Voilà, c'est ça la 3e Emma. Et oui, hyper inspirante parce que je l'ai côtoyée et parce que je sais qu'elle prend le triathlon et le sport de manière générale comme un jeu dans la vie, et je pense que c'est vraiment pour ça qu'elle performe. Elle est très impliquée dans ce qu'elle fait, mais elle a aussi beaucoup de détachement et j'aime beaucoup le personnage, ouais. Je te propose qu'on passe à la partie sur comment est-ce que tu t'entraînes. Parce que, alors, malgré ce que tu m'as dit en off, en faisant des grands yeux sur oula, on va parler d'entraînement, malgré tout, pour arriver aux performances que tu démontres aujourd'hui, c'est pas juste en un claquement de doigts. Et comme tu l'as dit, ça fait des années que tu cours, donc t'en as quand même bouffé des entraînements, je pense. Et je suis pas certain que Simon te dise juste va courir. Première question, justement, par rapport à Simon, quelle est ta relation avec le coach? Est-ce qu'il a beaucoup de contrôle, avec un calendrier très précis des séances que tu fais? Est-ce qu'au contraire, t'as beaucoup de liberté et juste entre guillemets, des grandes trames à suivre? Comment ça se passe? Alors Simon, ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble. Donc, je l'ai connu avec le team Sidas Matrix et on a décidé de continuer ensemble à l'issue. Pourquoi? Parce que déjà, voilà, il y a un affect de base, on s'entend super bien et c'est quelqu'un qui vraiment va comprendre le fait que je fasse pas mal de choses à côté et qui adapte beaucoup, qui personnalise beaucoup les entraînements. Je pense pas que ce soit le coach hyper traditionnel ou quoi que ce soit. J'avais ça avant qui fonctionnait aussi très bien, mais plus j'avançais, plus j'incorporais mes autres sports, donc de la montagne, du ski, etc. à côté, plus j'avais besoin de quelqu'un qui puisse adapter et qui puisse me mettre, moi en tant qu'humaine, au centre de mon projet. Et voilà, moi, la manière dont on fonctionne, c'est que je lui donne des objectifs. Globalement, il me laisse toujours choisir. Il n'y a pas de « je veux que tu fasses ci, ça ». Pas du tout, là, on n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment en fonction des objectifs que je lui donne. Il va faire en sorte pour que je sois le mieux le jour J. Et voilà comment on collabore. On se voit de temps en temps. Il habite à Arèche-Beaufort, donc c'est pas trop loin d'ici. Donc on essaie de se voir de temps en temps. Et c'est pas hyper facile de trouver un coach avec un profil comme le mien, dans le sens où je bosse beaucoup à la saisonnalité. Donc selon les saisons, je vais faire des blocs de 3 mois vraiment focus trail. Après, ça va être 3 mois de montagne parce qu'il y a le sujet liste pour le probatoire, liste pour le guide ou m'entraîner pour le proba, etc. Donc là, je déconnecte complet. Après, il va y avoir le ski. Donc c'est compliqué de trouver quelqu'un qui puisse couvrir vraiment tout ça. Mais pour le coup, Simon, il est parfait là-dedans. Donc, c'est pour ça que ça matche très bien. Et ouais, non, je suis hyper attachée à la relation qu'on a. Et voilà. Et puis, il me connaît très bien aussi la manière dont je fonctionne, dans le sens où moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas du tout attachée aux chiffres, aux machins ou quoi que ce soit. Donc, je lui donne toute ma confiance. Il gère mon emploi du temps. Et sa grande qualité, ouais, c'est l'adaptation. C'est-à-dire que moi, d'une semaine à l'autre, ça va complètement varier parce qu'il y a les condis en montagne, parce qu'il n'y a pas les condis, etc. Et ça l'aide de plus en plus. Donc voilà. Et il est aussi là de temps en temps pour me remettre dans le droit chemin si je m'écarte un peu trop. Bon, Élise, là, t'as Zegama dans 2 mois, on s'y met, on y va. Et c'est très bien comme ça, ouais. Alors, du coup, ce que tu donnes comme réponse, là, ça me permet de directement sauter sur une question que j'avais préparée. Tu fais, du coup, beaucoup de sports différents, et dont, en fait, certains qui demandent des contraintes mécaniques importantes, typiquement la course à pied, et d'autres qui en demandent moins, typiquement le ski. Est-ce que tu arrives? Est-ce que tu gardes tout au long de l'année quand même un petit peu de course à pied pour pas perdre tes adaptations? Est-ce que, au contraire, l'hiver, vu là où tu coupes complet et tu te débrouilles pour faire la transition? Un peu comme Germain Granger disait quand je l'avais reçu, avec des sports, des saisons en parallèle et pas en croisée. Comment tu fais? J'ai un peu tout essayé avec des hivers que ski alpinisme et pas beaucoup de course à pied, voir comment j'étais l'été, ou des hivers que de cross et presque pas de ski. Bon, je fais toujours du ski un peu en loisir à côté, mais avec dominance vraiment course à pied. Mais j'ai pas vu une énorme différence. L'objectif, ça reste toujours l'été. Globalement, je vais quand même aménager mon hiver en fonction de l'été. Mes objectifs importants vont plutôt rester l'été. Je saurais dire par contre un truc, vu que j'ai un peu tout essayé, je pense quand même pouvoir te dire que conserver de la course à pied, même si tu choisis de faire ta dominante à ski, de faire 80% de ton entraînement à ski, je pense que c'est quand même hyper important de garder de la course à pied 2-3 fois par semaine
pour En tout cas pour l'élasticité. toi. Ouais, en tout cas pour moi. L'élasticité de la foulée, du pied, etc. Parce qu'à chaque fois que je revenais en course à pied après le ski, oui, j'avais peut-être plus de force. Par contre, ça se retranscrivait pas tout de suite et j'avais pas du tout de suite des bonnes sensations et ça mettait vraiment un temps à venir. Donc maintenant, ce que je fais, je sais pas. En fait, ça dépend vraiment des saisons. Tu vois, ça se trouve l'hiver prochain, je ferai du cross et mais je garde quand même toujours du ski parce que j'aime beaucoup le ski et j'en ferai toujours. Mais je sais pas quelle est la meilleure recette. Ça dépend aussi de mes envies. En tout cas, pour toi, pour l'instant, tu es dans une approche où tu gardes toujours de la peu de course à pied et tu coupes pas complètement. Non, je coupe pas complètement. Ouais. En plus, j'adore courir dans la neige, donc voilà. On a cité déjà là 2 sports que tu pratiques, la course à pied et course à pied trail dans la même catégorie et le ski alpi. Est-ce que tu en fais d'autres? Par exemple, vélo, muscu, renfo, etc. Alors, dans ma pratique démarche de performance, ouais, je fais du vélo. Ça dépend pareil de mes objectifs de l'été, si je mets plus ou moins de vélo, mais globalement, je mets du vélo pour faire du volume, mais aussi de l'intensité, je dirais, que ce soit sur home trainer ou en dehors. Parce que moi, j'ai des grosses lacunes en endurance de force, donc du coup, ça me permet de tenter de combler un peu ces lacunes-là, et ça fait faire autre chose, donc c'est très bien. J'incorpore de plus en plus de muscu. Donc là, c'est surtout en prévention de blessures. J'avoue, moi, globalement, là, on est plus sur... parce que j'ai un peu des genoux avec des petits problèmes génétiques ici et là, donc il faut vraiment que je fasse attention. Donc j'incorpore de plus en plus. D'ailleurs, je vais bosser avec un prep physique prochainement pour aller encore plus en détail là-dedans. Et voilà pour la performance. Mais après, à côté de ça, je fais beaucoup d'escalade. Du coup, je fais quand même beaucoup d'escalade en réalité. Et t'as pas l'impression que ce que tu fais en escalade se transfère dans les sports, par exemple trail? C'est une question que je vais te poser, puisqu'on te voit souvent faire un peu du gros caillou où tu essaies de monter au sommet. Ouais. Sur l'escalade pure, si je pense que l'escalade m'apporte beaucoup pour la course à pied. Gainage, etc. Ouais, du coup, je fais pas du tout de renfo, moi, de préparation physique générale, parce que ouais, j'avoue que l'escalade, ça va me faire de la mobilité. Souplesse dynamique, stretching dynamique, mobilité, force du haut du corps, abdos, tout. Enfin, là, pour le coup, c'est cool parce que ça se fait comme ça. D'un point de vue mental aussi, c'est complètement différent. C'est un effort où tu es complètement focus dans l'instant présent, mais complètement focus dans l'instant présent pour le coup. À l'inverse de la course à pied où moi, j'ai ma tête qui divague complètement, à part quand je fais des grosses intenses ou quand je suis en course où j'essaie d'être concentrée, mais sinon, ça part un peu dans tous les sens. À l'inverse, la course à pied, je sais pas si la course à pied aide beaucoup pour l'escalade parce que j'ai toute mon énergie que je mets dans la course à pied. C'est un peu difficile j'ai pas un gros niveau en escalade, hein, c'est juste que j'adore ça, j'en fais beaucoup, mais voilà. Mais en tout cas, ma question était plus dans le sens, effectivement, escalade vers course à pied. J'ai souvent du mal à voir un transfert, si ce n'est gainage. Je me suis dit que tu as peut-être une vision différente de non, ça. mais vraiment, je pense que le facteur mental joue beaucoup sur la concentration, le lâcher-prise. C'est un sport où tu échoues beaucoup. Les 3/4 du temps, tu tombes en escalade. Contrairement à la course à pied où globalement, on met un pied devant l'autre. Il y a cet aspect performance, mais l'escalade, il faut vraiment apprendre à travailler sur son ego, à accepter qu'il y ait des jours où tu es plus fatigué, etc. Et non, je le retranscris pas beaucoup avec la course à pied. Ouais. Est-ce que tu regardes globalement toi ou Simon, enfin surtout toi plutôt, est-ce que tu regardes ton volume d'entraînement? Est-ce que tu le comptabilises, par exemple en heures, et tu vérifies que t'en fasses pas trop ou pas du tout, ça t'intéresse pas? Non, non, pas du tout. J'ai, à vrai dire, jamais regardé ça, ouais. C'est Simon qui s'occupe de ça. Moi, je mets ma Sunto en mode on, voilà, et après je la plug et je crois qu'il est sur Nolio, mais je me suis même jamais intéressée à regarder, franchement, mais c'est un peu une catastrophe, hein, mais Non, parce que c'est pas forcément ton job, enfin, c'est pas forcément le job de l'athlète de non, mais regarder. en fait, je pense qu'il y a plusieurs trucs. Bon, déjà, j'avoue, ça m'intéresse pas trop. Je suis quelqu'un qui court beaucoup à l'instinct, beaucoup aux sensations. J'ai jamais mis... Attends, une anecdote. J'ai jamais mis de cardio de ma vie. C'est une question que j'allais te poser. Parce que j'ai toujours appris à courir comme ça. Et en fait, je me connais tellement dans mes sensations. Je dis pas que parfois je mets les doigts dans la prise. Quand je recommence les séances de seuil en début de saison, il faut toujours une ou deux où je vais trop vite, je me pique et ça fait mal et ok, j'apprends vite. Mais globalement, je me connais hyper bien et j'accepte que il y a des jours où j'en sais rien, moi je vais être moins rapide et donc du coup ma séance va être moins rapide, mais c'est vraiment en fonction de ma fatigue, mais je me connais vraiment bien quoi maintenant. Et ça c'est l'expérience, hein, ça fait 12 ans donc c'est l'expérience. Mais non, je sais pas du tout. C'est juste que je suis plus de l'école des
de la qualité que du volume. Je fais pas beaucoup de volume, globalement. Aussi parce que je fais des courtes distances, mais de manière générale, j'ai jamais fait beaucoup de volume. Je m'ennuie vite et j'aime bien l'intensité. Je préfère l'intensité. Voilà. Mais non, donc je saurais pas te dire combien d'heures, alors encore moins combien de kilomètres je fais par semaine. Je n'en sais rien. Là, tu sais pas combien d'heures tu fais, par exemple, sur une semaine normale pour toi Non, globalement, Et puis c'est assez en vrai, c'est assez variable et de plus en plus selon les saisons, vraiment, avec la montagne à côté. Et puis il y a d'autres sports que je fais en plus et tout ça, donc c'est très variable. Mais après, tu vois, là pour Zegama, par exemple, globalement, allez, j'essaye de te prendre une semaine Zegama parce que pour la préparation Zegama, pour le coup, j'ai vraiment réussi à faire 2 mois de prépa assez focus où j'ai mis pas mal la montagne de côté. Donc ça, c'est un bon témoin. Je faisais 2 intenses par semaine, globalement. Une à plat, une de seuil, une sortie longue, une sortie vélo, 2-3 footings, je crois. Enfin, bon, ça devait faire quelque chose comme ça, à peu près. T'as dit que tu travaillais du coup de tes intensités et que t'aimais bien ça. Tu viens de dire un exemple de combien t'en faisais. Et du coup, Alors, est-ce que tes intensités, déjà, tu les bosses tout au long de l'année et juste tu vas changer le type de sport sur lequel tu le fais? Par exemple, en été, plutôt course à pied, en hiver, plutôt ski? Ou est-ce qu'il y a des moments où tu coupes un peu l'intensité ou comment? Généralement, à l'automne, je coupe assez longtemps déjà la course à pied. Donc, de fait, je vais couper les intensités. Puis après, enfin, c'est très progressif ma reprise à la course à pied. Donc, il y a quand même, je pense, 4 mois dans l'année où je fais pas d'intensité. Par contre, non, on en met quand même souvent, que ce soit sur home trainer l'hiver ou même l'été, en ski et en trail l'été, ouais. Ouais, non, ça pour le coup, on le garde tout au long de l'année et je pense que c'est important pour moi, ouais, ça. À la fois des intensités très hautes, type max, genre des PMA, que des intensités type seuil, un peu tout le spectre d'intense. Ouais, on fait tous les spectres et pareil, l'été, j'aime bien aussi en garder à plat. Pour moi, déjà, j'aime vraiment bien cette notion de vitesse, donc je vais pas sur piste, hein, toujours, je vais sur sentier, mais à plat, et ça me permet vraiment de garder de la foulée, de l'économie de course, et je trouve ça hyper utile, ouais. Comment tu les calibres, tes intensités? Parce que du coup, tu les calibres pas au cardio, donc ok, ni à l'allure parce que t'es pas forcément à plat. Donc à la sensation, par exemple RPE, tu te dis ok, je dois être à peu près, je pense, un 7 sur 10, quelque chose comme ça? Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Je sais selon les pourcentages d'intensité auxquels je dois être, je me connais, je sais comment je souffle, je sais mes sensations, mes sensations dans les jambes, etc. Et mais je crois que je suis pas trop mauvaise pour cibler, pour le coup, ça. Et c'est marrant parce que tu vois, j'ai un exemple bête, mais au stage Artérix, on a un coach référent, tu vois, avec Artérix à Majorque qu'on a fait il y a 2 mois. Et on avait une séance justement seuil, etc. Et donc tous les autres athlètes du team, forcément, et c'est ok, tu vois, ont des cardio et tout ça. Et il me dit, mais comment tu fais, machin, pour savoir? Je dis, bah moi je connais à ma sensation. Et en fait, c'est trop drôle parce que le jour de la séance, tout le monde est parti beaucoup trop vite. Donc tout le monde avec un cardio, forcément, mais au final, n'ont pas du tout regardé leur cardio parce que c'est pas possible. On était tous beaucoup trop. Et moi, pour le coup, je suis partie vraiment derrière. Et en fait, j'étais avec des athlètes qui étaient plus jeunes dans le milieu. Et c'était hyper cool. Et après, ils se sont calés sur moi et ils se disaient, bah ouais, il faut essayer de se déconnecter un peu de sa montre parfois parce que ça peut varier tellement selon plein de choses, ta fatigue, ton humeur, plein de choses qu'on connaît. Donc, non, je pense que des fois, il faut juste accepter, écoute-toi et c'est tout. Mes athlètes n'ont pas de recommandations allure ou UFC. Hein. Ok. Mes athlètes que j'entraîne, ils Ok. sont au RPE et perception Trop de bien. temps de maintien. Ok. Donc, par exemple, une séance de seuil, ça peut être à peu près 7 sur 10 et tu peux tenir une trentaine de minutes. Et je leur demande d'apprendre à se calibrer comme ça. Parce que, comme tu l'as dit, il y a plein de choses qui peuvent faire varier ton cardio et puis même ta sensation. Si t'es sur l'allure, c'est pas le bon jour, en fait, t'es en dessous de l'allure, tu te surentraînes. Ouais, et puis même dans la tête, si t'arrives pas, enfin, je l'ai jamais fait, mais du coup, j'imagine que tu te dis, mais si là, je suis pas dans mes allures, tu commences à psychoter, ah non, mais l'enfer, comment ça se fait, pourquoi, oh là là, oulala, non, arrêtons de réfléchir. C'est comme ça, prends-le, bon, voilà. Enfin, je Et pense ça que marche. ça marche, La l'inverse sensation, marche. je veux dire. Ouais, l'inverse marche pour plein d'autres athlètes aussi. Mais en tout cas, moi déjà, ça m'intéresse pas et je pense que c'est cool, j'aime bien. Et il y a plein de courses que j'ai fait à l'instinct et ça a vachement bien fonctionné aussi. Et ouais, c'est quand tu mets un dossard et que c'est pas toi avec ta montre, tu vois, quand tu mets un dossard, c'est toi avec les autres, c'est toi comment tu réagis et tout ça. Et je trouve ça hyper important de garder ça, ouais. Tu disais, pareil, dans une interview que j'ai lue en préparant cet échange, tu disais que t'écoutais le souffle des gens à côté de toi. S'ils soufflent plus fort que toi, c'est que C'est que je peux passer tu devant. peux passer devant. C'était ça.
Oui, c'est un peu ça, c'est là-dessus que je me calibre en course de temps en temps et c'est pour ça d'ailleurs je prends pas souvent des risques à partir, trop vite, trop fort. Déjà je trouve ça marrant, mais donc on est les hommes et les femmes sur une même ligne de départ. Non mais nous, donc les femmes, par rapport à la tête de course homme-femme, on n'est pas sur les mêmes allures. C'est normal, c'est comme ça, c'est physiologique, on n'est pas foutus pareil. Mais on part à la même allure. Donc c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on part trop vite, enfin, tu vois? Et donc rien que ça, déjà, quand tu tiltes un peu ça, en tout cas moi, j'ai pas envie d'être carbonisée dès le début et j'ai envie de profiter un peu. C'est normal que tu aies mal pendant les courses, mais j'ai pas envie d'être carbo et j'ai envie que ce soit progressif dans l'effort et c'est comme ça que c'est mes stratégies de course, du moins. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? J'ai un jour de repos dans la semaine. Complet? Non, je fais un autre sport. Je vais Tu vas grimper. grimper. Bah oui, parce que moi j'ai que 7 jours dans la semaine, hein, donc au bout d'un moment pour tout ce que je fais, voilà. Mais c'est de la grimpe, ça a rien à voir avec de l'endurance, donc c'est reposant et puis c'est pour ma tête aussi, tu vois. Enfin, je fais quelque chose que j'aime et tout ça. Mais sinon tous les jours, ouais. Et t'as pas l'impression que ça interfère de toute façon avec la course à pied? Ta séance de... Jamais tu te dis, mon footing, je me suis trop cramé hier à la grimpe, j'arrive pas à courir. Bah non, je l'accepte en fait. Je l'accepte parce que je fais aussi à l'envie en fait. Enfin pour le coup, bah moi je fais aussi ce qui me fait plaisir, hein. Tu vois, je peux pas toujours être dans le contrôle de tout et pour me dire: «Ah non, mais demain mon footing» si j'ai une séance très importante, oui, je vais pas mais si c'est un footing, qu'un footing globalement, voilà. Non, j'ai vraiment envie de me faire plaisir et je veux pas être dans la contrainte, si on est avec les potes en falaise et tout, je vais pas être là: «Non, je fais pas une dernière longueur». Mais globalement, c'est pas un sport que je pousse, au max du tout comme la course à pied. Je suis pas du tout dans la même combativité. Ma combativité, je la mets dans la course à pied, tu vois? Donc ça s'articule bien, ouais, de manière générale. T'as dit juste avant que t'avais une phase annuelle de coupure avec. Est-ce que c'est avec le sport, avec l'entraînement, avec la course à pied spécifiquement? C'est une coupure avec quoi? Pas le sport, parce que du coup, encore une fois, j'en profite pour faire autre chose. Ouais, après je suis pas, j'ai pas une relation, complètement addict au sport. Je pense que j'ai plus une relation addict au fait d'être dehors, mais j'ai pas besoin de faire du sport en permanence. J'aime beaucoup aussi me reposer, hein, il y a pas de souci là-dessus et faire autre chose. Mais voilà, pour moi, c'est être dehors, être en montagne par différents moyens et ça, je le conserve toute l'année, j'avoue. Mais par contre, la course à pied, ouais, il m'est arrivé de couper même 3 mois, ouais, vraiment. Selon, souvent, j'ai un peu des bobos aussi, j'avoue, à l'automne. Je cumule entre, les grosses journées en montagne, longues, plus la course à pied qui est quand même assez traumatisante. Donc du coup, j'ai souvent, des longues séances, avec mon kiné à l'automne. On fait souvent, 2 mois de réajustement et cetera. Donc pour ça, je dois arrêter la course à pied et puis selon comment s'est passée la saison aussi, j'ai plus ou moins besoin de couper. Parfois, j'ai les crocs de reprendre un mois après, parfois pas du tout. Heu et puis voilà. Est-ce que tu as fait ou fais de la préparation mentale? Si j'en ai fait, via pareil le team CIDES Matrix, ça c'était un truc qui a été mis en place, dans le team donc je pense pas que ça aurait été une démarche personnelle. Pour le coup, j'ai bossé avec, Happy Coach Perf, donc avec Anne et pendant 3 ans et ça en vrai, j'étais agréablement surprise. Je pensais pas du tout que ça allait me plaire à ce point-là et je pense que ça m'a vraiment servi. Maintenant, je me suis rapprochée d'un autre préparateur mental qui est plus à côté de chez moi et que je vois, que je peux avoir en physique. Donc voilà, avec des méthodes de travail différentes pour le coup, qui va être sur la respiration, la cohérence cardiaque, la concentration, parce que moi, il faut que j'apprenne. Enfin, j'ai toujours à progresser. Heureusement qu'on a toujours des choses sur lesquelles progresser. Heureusement qu'on n'atteint pas la perfection tout de suite, mais voilà, d'apprendre à me concentrer, à pas trop m'éparpiller. Et lui, pour le coup, il m'apporte vraiment ça avec des exercices de concentration, de respiration. Donc, on bosse pas mal là-dessus. Méthode samouraï, tu vois, qu'il me Ouais, dit tout ça. méthode samouraï. Est-ce que tu utilises avec Simon ou toute seule des outils pour suivre ta forme? Alors, ta montre qui te dit que tu dors bien, un questionnaire de suivi de forme. Ça, non, ça va plutôt être avec mon prep mental, avec Marc, à la rigueur. On a essayé de mettre des tableaux en place de comment je me sentais, comment je me réveillais le matin. On a fait ça quelques semaines, c'est pas un suivi sur l'année trop protocolaire, etc. J'ai pas de bague de sommeil, je crois que c'est ça le nouveau truc à la mode, non? Ça, j'ai jamais utilisé. Non, on fait pas, c'est plus au ressenti. Mais comme avec Simon, pareil, ça va être au ressenti. Il y a des phases où je vais être plus fatiguée, moins fatiguée, etc. Et en fonction, par contre, je suis hyper bien entourée.
Parfois, on peut penser, bon, bah, elle contrôle rien de ses valeurs, etc. Non, mais par contre, je débriefe beaucoup avec tout mon entourage. Donc, que ce soit mon coach, mon prep mental. J'ai un kiné qui me suit depuis 8 ans, Steph, avec qui je bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma médecin du sport, Laura. Enfin, tu vois, c'est vraiment tout un entourage avec qui je dialogue et j'échange sur mes ressentis. En fonction, on adapte, etc. Et voilà, ça se passe comme ça. Puisqu'on parle d'adaptation à la forme, etc., est-ce que tu as ressenti le besoin d'adapter à tes cycles ou ça n'interfère pas avec ton entraînement? On n'a pas vraiment adapté. Par contre, clairement, le jour où j'ai mes règles, je m'entraîne pas. Je suis trop fatiguée, c'est pas possible. Et on pousse pas du tout, voire même pendant 2 jours. Et voilà, c'est un simple call avec mon coach. Bon, ouais, ok, là, aujourd'hui, ça joue pas. Voilà. Mais on n'est pas allé en profondeur plus que ça sur le sujet parce que je suis pas assez linéaire dans mon entraînement en fonction du proba, en fonction de la montagne, du ski. Je pense que tout ça, c'est hyper intéressant. Mais si t'es vraiment bien linéaire sur tes objectifs, sur ce que tu fais, moi, je suis trop, c'est pas possible. Enfin, tu vois, je suis trop saisonnière dans ma manière de m'entraîner selon les différents sports que je fais. Et dernière question de cette partie, je te dirai après, en fait, c'est l'avant-dernière, mais je pense que la dernière, ça sert à rien que je te la pose. Est-ce que tu as une alimentation particulière ou un régime que tu suis? Est-ce que tu fais super attention à l'alimentation? Est-ce que pareil, t'es un peu freestyle? Non, j'ai pas. Pareil, ça c'est une ficelle sur laquelle j'ai pas voulu trop insister parce que j'ai pas trop envie de contrôler. Par contre, je mange hyper sainement. Euh, je suis née dans une famille où on mangeait bio, hyper sain, etc. Donc pour moi, voilà, c'est ancré, c'est complètement acté. Ça m'a pas du tout demandé d'effort. Je fais attention vachement aux protéines, tout ça. Mais globalement, maintenant je fais avec l'âge depuis que j'ai passé 30 ans. Non, mais je fais attention pas mal à la récup. Ouais, ça, j'y porte plus d'attention maintenant. Mais globalement, je me prive pas du tout. Et j'ai pas du tout envie de mettre les doigts là-dedans. C'est pas un truc que j'ai envie de contrôler. Donc voilà, je me fais plaisir. Je te dis que c'était l'avant-dernière question normalement, mais les auditeurs qui suivent les interviews savent que normalement, ma dernière question de cette partie, c'est quel est ton rapport aux data dans ton entraînement? Je te poserai pas cette question, je crois que tu as largement répondu voilà, tout au long des questions précédentes. Je te propose qu'on arrive un peu à la conclusion de cet échange, la dernière partie, avec quelques questions supplémentaires que je vais te poser. En fait, la question que je vais te poser, moi, c'est comment est-ce que tu arrives à combiner toutes tes pratiques? C'est quoi un peu ton secret? Parce que tu sembles performante dans beaucoup d'entre elles. C'est un casse-tête, j'imagine, quotidien, des contraintes et de la fatigue, peut-être qui est ultra changeante en fonction des sports. Comment est-ce que tu as réussi à naviguer entre toutes ces pratiques? C'est sûr que ça demande pas mal d'arbitrage et ça engendre pas mal de fatigue au quotidien. Après, le point, c'est vraiment, je suis très enthousiaste et très motivée et très passionnée par ce que je fais. Donc, du coup, en fait, il n'y a même pas de question, j'ai envie de le faire. Enfin, voilà. Et c'est peut-être au détriment parfois de ma carrière sportive ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, là où j'ai envie d'aller, que ce soit professionnellement ou sportivement, j'essaye de le faire. Et ça c'est sûr, ça demande beaucoup, beaucoup d'organisation et de logistique. Et ça demande de s'entourer aussi d'une équipe solide autour qui comprend tout ça, que ce soit mes partenaires ou mon staff. Mes partenaires sont tous, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis très fidèle avec eux et j'ai envie de continuer avec eux et on bosse très bien ensemble, c'est qu'ils me suivent dans ce projet-là. Ils sont au courant que je fais plein de choses à côté, que j'ai le projet de la montagne, etc. à côté. Donc ça, c'est hyper important. Donc l'équipe solide. Et après, je dis pas, et ça m'est arrivé, et ça m'arrivera encore de mettre les doigts dans la prise parfois et de me planter parce que je fais trop de choses. Mais c'est vrai que c'est challengeant. C'est pas facile de tout gérer. Faut accepter d'être moins forte à des moments. Faut essayer de pas se comparer au passé. Dans le passé, je faisais moins de sport de montagne. J'étais beaucoup plus focus sur la course à pied. Donc voilà. Mais c'est que des projets qui m'animent à chaque fois. Je choisis aussi de plus en plus des courses qui m'animent. Tu vois, je fais plus trop de circuits maintenant. J'ai fait beaucoup les Golden Trail Series, etc. C'était des super expériences, mais maintenant, je peux plus faire ça. Avoir une continuité sur 8 mois avec un circuit, c'est plus trop possible avec mon projet. Donc, je vais cibler des vraies courses qui me plaisent. Ça va être un Sierzinal, un Zegama, qui vont me demander Je fonctionne plus par bloc, du coup, de 2 mois d'entraînement pour une course. Et j'essaye de garder un petit peu de continuité tout au long de l'année. Donc, comme je te disais, comme l'hiver, à l'image de l'hiver, avec quelques footings, même si je fais beaucoup de ski. Et voilà, et c'est beaucoup de discussions avec Simon. Beaucoup de discussions. Savoir,
là, je lui montre mon année. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que là, je vais réussir à passer d'un projet, enfin, je sais pas, de la Pyramenta à un championnat de France de course en montagne 2 mois après? Est-ce que ça fait pas? On ajuste en permanence, en fait, selon mes envies, mes besoins. Et voilà, faut se cadrer, mais tout en me laissant de la liberté là-dedans. C'est un peu la première partie de la réponse que tu as donnée, c'était un peu ça que j'avais en tête. C'est si tu sors d'une prépa Pyramenta où tu as fait beaucoup de ski et que tu te remets sur tes allures à plat, tu dois dire waouh, enfin si tu regardes tes allures, mais tu dois même à la sensation de te dire bien oh, je suis sûr. une charrette en fait. Bien Et sûr. ça, tu arrives à le dépasser en disant c'est normal, je sors d'une prépa Pyramenta. Faut se le remémorer, hein. Je dis pas, il y a quand même des fois où tu te dis: «Mais comment je vais revenir? Mais comment?» Mais même, rien que tu vois cet hiver, et en vrai, je suis hyper fière. Bon, ça s'est pas concrétisé parce que j'ai abandonné Zegama, mais pour le coup, j'ai été blessée un long moment quand même, cet hiver. J'ai pas beaucoup couru l'année dernière, globalement, parce qu'il y avait le projet Mont Blanc, puis après il y avait le guide et cetera. Et j'étais là: «Mais non, mais ça va être challengeant, ça va être challengeant». J'ai 2 mois et demi pour me préparer au top pour Zegama et cetera. Et en vrai, je suis hyper fière de, la préparation que j'ai menée, tu vois? J'ai réussi à retrouver des belles sensations. Moi, le plus important, c'était vraiment retrouver de la sensation à pied. Ça a mis du temps quand même. Perdre ses sensations, c'est chiant. C'est pas motivant déjà quand t'as jamais de sensations à l'entraînement. Et là, j'étais hyper contente et c'est aussi pour ça que, tu vois, il y a eu Zegama, mais je vais pas lâcher du tout le bout de gras. Ma saison, elle sera encore longue. Une fois que le Proba est passé, on espère que ça va être un succès, mais si ça l'est pas, tant pis. Mais il y aura d'autres objectifs parce que non mais j'adore courir, j'adore avoir de bonnes sensations. Ça me fait toujours autant vibrer, ouais. Peut-être que c'est évident pour tout le monde, mais je te pose quand même la question. Tu te diriges, tu penses, dans le futur vers plus de spécialisation ou au contraire, comme tu viens de dire, tu te diriges vers plus de polyvalence ou garder cette polyvalence? Tu viens de dire que tu étais sorti des circuits, donc peut-être que c'est la deuxième partie de ma question, la réponse, mais... Ouais, non, j'ai à cœur vraiment de... Tu vois, ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans, parce que ce projet-là, parce que je touche à des projets montagne, etc., qui m'animent tout autant, je me suis peut-être un petit peu écartée du paysage du trail, on va dire, en France ou quoi que ce soit. Et franchement, j'ai à cœur de revenir, j'ai à cœur de reperformer, d'être compétitrice. Et c'est pas du tout... voilà, j'ai encore plein de courses sur lesquelles j'ai envie de performer. Par contre, ce sera jamais... Je pourrais jamais retourner du tout à 100% course à pied, quoi que ce soit. Non, par contre, voilà, c'est juste une très bonne organisation tout au long de l'année, peut-être en faisant un peu moins, en ciblant un peu plus des objectifs, mais je suis persuadée que c'est possible. Enfin, et que ce soit dans les distances ou dans les sports que tu fais, tu vois, l'image de Cathy Schall, par exemple, qui a fait... bon, je peux pas me comparer à Cathy, tu vois, en termes de performance, mais en termes juste, c'est un cas où Blandine Hirondelle, tu vois, de passer du cross à l'ultra. Mais en fait, ça, c'est des idées reçues qu'on a eues toujours. Et moi, je me souviens quand je commençais un peu à toucher du doigt cette polyvalence, c'était... Tu t'avais pas mal de réflexions, mais en fait, mais non, mais c'est complètement possible. Si toute l'année, t'as une continuité sur ce que tu fais, si tu planifies bien, si t'es bien entouré, fais ce qui te plaît aussi au bout d'un moment. Puis t'as ce levier très... qu'est-ce qui te fait envie aussi? Qu'est-ce qui te fait envie? Qu'est-ce qui t'apporte du bonheur? Et tant que tu crois dans ton projet et t'es enthousiaste aussi, pourquoi pas essayer, ouais. La question que je me posais pendant que tu répondais, en pensant à effectivement Cathy qui avait fait la même année championne de France de cross ou quelque chose comme ça. Ouais, Peut-être ou deuxième 3, non, ou 3. non, mais attends, c'est pire que ça. Je crois qu'elle avait fait la pierre et une semaine, Pyramenta, où elle fait peut-être un podium. Et une semaine après, elle va aux France de cross. Elle avait jamais trop fait de cross, je crois, et elle fait 3 aux France ou un truc comme ça. Mais il y avait ça. Et la même année, elle fait la Hard Rock 100. Juste après, du coup, elle la Oui. gagne. Et 3 semaines après, elle fait Cerzinal. Mais Elle voilà. fait deuxième. Non, mais voilà, en Enfin, fait. Et c'est Strato. Moi, je me demandais, quand je t'entendais dire, est-ce que c'est pas parce que là, actuellement, il y a encore un manque un peu de densité sur certains formats et que petit à petit, à mesure que ça se densifie sur le trail, ça va devenir impossible parce que les gens seront trop spécialisés. Et faire des grands écarts, ce sera compliqué parce qu'il y aura des gens qui font de la polyvalence et des gens qui font que Cerzinal. Et là, ça passera plus. Je sais pas, parce que c'était il y a pas si longtemps que ça, au final. C'était il y a peut-être 2 ans. Et ouais. Et Blandine, pareil, tu vois, elle le remonte encore chaque année en faisant les crosses et après un UTMB l'été. Et je suis sûre que tu la mets sur un Cerzinal 3 semaines avant l'UTMB. Je suis pas sûre qu'elle soit dégueu, à mon avis. Donc, ouais, mais je pense qu'il y a, ouais, à voir. Je pense pas que c'est pas impossible. Mais après, elles auront peut-être pas non plus le record de Cerzinal ni le record de l'UTMB en même temps. Mais par contre, à être à des vraies places d'honneur. Et puis, t'as vachement ce truc aussi. Je pense que t'as vachement ce truc mental aussi quand tu vas sur des disciplines où t'es outsider. Parce que clairement, hein, quand Blandine ou Cathy, elles vont sur les crosses, elles sont
moins attendu en fait. Donc du coup, tu as ce truc aussi, allez, je vais me batailler. Enfin, en fait, on s'en fout du résultat. Et je pense qu'il y a vraiment aussi ce truc-là, mais c'est sûr et certain. Bien sûr que c'est hyper facile. Enfin, c'est bien plus facile d'être outsider que d'être là alors que tu es la personne chassée sur chaque compétition, quoi. Enfin, donc je pense que ça joue beaucoup. Tu as mentionné plusieurs fois Zegama et je voulais quand même te poser une question dessus. Donc, tu disais, pareil, dans une interview, que dans ta carrière, tu aimerais performer sur Zegama et tu t'y es aligné en 2026 avec, il me semble, l'ambition de performer sur Zegama. Alors, tu corrigeras ce que je te dis. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment t'approcher ces objectifs et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je n'avais pas forcément d'ambition de performance à proprement parler sur Zegama parce que déjà, c'est 42 kilomètres. Donc, pour moi, c'est long, hein, 42. Donc déjà, il y a l'expérience aussi. Moi, je n'ai pas forcément d'expérience sur ces profils-là. Et Zegama, ça faisait un peu partie du trio de courses que j'avais envie de cocher une fois dans ma vie et sur lequel j'avais vraiment envie d'avoir une vraie expérience. Pourquoi j'y vais, ma motivation intrinsèque d'aller là-bas, de vivre le truc à fond, etc. Donc, il y avait Sierzina, le trophée Okima, et il me manquait Zegama. Et j'avais mis du cœur à l'ouvrage, mais plus dans l'expérience globale de la course. J'ai envie de... Et en fait, intérieurement, je sais que si j'y vais avec cet état d'esprit, il peut sortir quelque chose de cool sportivement parlant. Donc, j'y allais vraiment comme ça. Je m'étais pas dit, il faut que je fasse un top 10, un top 3, un top 20, peu importe. Non. Mais j'avais mis du cœur à l'ouvrage. Voilà, comme j'ai dit, j'ai mis un peu une saison d'hiver de côté de ski, tu vois, pas de projet à ski. J'ai dit non à une tentative de Chamonix-Zermatt avec Hilary et Valentine, d'ailleurs, qui ont fait le record, mais qui se sont pris derrière. Et donc, j'ai dit non à ça. Ça a demandé, forcément, c'est des choix, c'est des arbitrages. Et je m'étais bien préparée avec une course au Ventoux 3 semaines avant qui s'est hyper bien passée. Oui, que je remporte. Pas du tout le même niveau qu'à Zegama, mais ceci étant, cool de reprendre des repères. Comme je disais, l'année d'avant, j'avais pas mis beaucoup de doseurs. Donc, reprendre confiance, avoir des bonnes sensations, retrouver un peu tout l'environnement. Et c'était trop cool. J'étais hyper motivée. Zegama, j'y vais une semaine avant. Je reconnais la course. Trop bien tout le week-end. Super sensas et tout. Et il y a ça qui se passe. Et voilà, abandonner la course à mi-course, hyper compliqué comme décision, surtout que c'est une des premières fois de ma vie que j'abandonne une course en 12 ans de course à pied. Donc, Et pourquoi? et je sais pas. Non, en fait, vraiment, dès le départ, j'ai eu vraiment des jambes de bois, mais sans aucune sensation. Mais là, c'est pas le j'ai pas de sensation, mais tu sais que la tête prend le relais et tu peux finir une course globalement sans sensation. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois à l'entraînement comme en course. Il y a des fois où t'as pas des super sensations, mais ça va être dur. Non pas qu'à la fin, mais tout le long, mais t'acceptes. Mais là, vraiment, mes jambes ne voulaient pas. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai même eu du mal vraiment à rallier les 20 kilomètres. Je me suis arrêtée vraiment au pied de Sancti Spiritus, là, la montée que j'attendais évidemment de ouf. Et j'avais même mal dans le bas du dos, j'arrivais plus du tout à courir quoi que ce soit. Donc ça a été hyper difficile parce que j'ai pas réussi à identifier, tu vois. Après, j'ai appelé un peu tous les gens autour de moi pour le coach, le médecin, etc. J'ai fait une prise de sang parce qu'on a direct pointé le truc d'un virus, tu vois. Pas de preuve à la prise de sang. Donc du coup, il a fallu un peu avancer comme ça. C'est hyper difficile parce que souvent, quand je sais pas, il se passe un truc dans ta vie ou dans ta carrière sportive, tu peux toujours tirer quelque chose. Je sais pas, tu te blesses ou ouais, j'ai craqué mentalement ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Mais là, c'est avancer sans quelque chose à apprendre. Il n'y a rien à tirer de ça. C'est juste, faut continuer, faut avancer. Il faut un moment, j'ai eu beau faire le tour du bocal pendant 72 heures à essayer de chercher des réponses. En fait, ça m'a plus miné qu'autre chose. Donc là, il a fallu digérer. C'était pas facile, j'avoue, pas facile à digérer, mais faut avancer et il faut arrêter de se poser des questions. Et je sais pas si le fameux jour 100, je sais pas si, je crois jamais avoir connu. Il y a plein de fois où il y a des athlètes qui arrêtent des courses, genre ouais, c'était juste un jour 100. Et je me demandais toujours, mais c'est quoi ce jour 100? Comment tu peux ne pas finir une course juste parce que t'as pas de bonnes sensations? Tu sais, j'étais un peu en mode, mais je comprends pas. Et en fait, peut-être que c'est ça, peut-être que je l'ai vécu, en fait, moi aussi. Et je l'avais jamais vécu jusque-là. Voilà, ça fait partie du jeu. Faut avancer maintenant. Il y a d'autres objectifs, il y a d'autres choses à faire, ouais. Juste avant de conclure, je te propose un petit crochet par la rubrique encore plus loin avec Merel. Merel, c'est un partenaire du podcast Courir Mieux. Et à chaque épisode, on ouvre une boîte à questions sur les réseaux sociaux pour que les abonnés posent leurs questions à mon invité. Et j'en sélectionne. Normalement une, mais là, j'en ai vu plusieurs qui me paraissaient sympas, donc j'en ai pris plusieurs.
La première, c'est pourquoi est-ce qu'on t'avait déjà vu en tenue traditionnelle bavaroise sur Instagram? Parce que je suis allée habiter 1 an et demi en Bavière. Voilà, j'étais donc au sud de l'Allemagne, à la frontière avec l'Autriche. Et du coup, voilà, je me suis vraiment impliquée et intégrée à la vraie culture locale. Et du coup, il y a beaucoup de festivités là-bas, c'est assez traditionnel et j'ai adoré. Du coup, ouais, j'avais une copine qui m'avait prêté cette petite Dindel, ça s'appelle bavaroise. Et du coup, j'ai fait les festivités là-bas. Alors là, cette question, je l'ai pas compris, je crois. Donc je me suis dit peut-être que c'était quelqu'un que tu connais et qui a posé la question et moi, j'y comprends rien. Est-ce qu'on te voit sous tes couleurs pyrénéennes au Gabizo? Bisous à ta maman. Euh, Tu comprends quelque chose à cette Bah, question? bien sûr, ouais. Ouais, en fait, j'ai signé cette année avec les S-Clubs d'Azun. C'est un club pyrénéen. Pourquoi? Parce que j'ai toute ma famille du côté de ma maman dans les Pyrénées. J'ai appris à skier là-bas et j'ai surtout fait championne de France de course en montagne en 2022 là-bas. Et c'est ce club qui organisait et j'ai beaucoup d'attaches. C'est vraiment un choix de cœur d'être avec eux. Je leur ai toujours promis que j'allais prendre une licence avant de prendre ma retraite et je l'ai prise cette année. Et du coup, c'est eux qui me posent la question parce qu'ils organisent les Gabizos cette année. Et voilà, peut-être que j'irai. Mais non, mais je sais pas si ce sera cette année, mais ce sera forcément un jour. Je leur ai promis. Ok. Tu dois choisir, t'as pas le choix. Il faut absolument que tu sélectionnes ski ou trail. Ski. Ok. Donne-nous une bonne raison. Allez, j'en rajoute 2. Donne-nous une bonne raison d'aller au canyon d'Ordesa. Ouais, c'est hyper spécifique, dis donc. Il faut absolument courir les faras. Les faras, c'est les espèces de vires herbeuses qui entrecoupent en fait les falaises calcaires là-bas. Est-ce que pour les personnes qui n'ont jamais entendu le terme, tu peux dire ce que c'est qu'une vire? Ah, une vire. Donc C'est un terme très montagneux. ouais, c'est un terme très spécifique. En fait, c'est quand tu as donc une falaise, globalement, qui va être entrecoupée par des espèces de petits étages herbeux. Et bon, il faut faire attention à pas tomber. Ça peut être pas très large parfois, mais ça laisse de très, très beaux sentiers en balcon, de très beaux single track, et généralement où la flore est très, très jolie. Donc voilà, c'est ça la raison d'aller à Ordesa. Et du coup, une bonne raison d'aller en région parisienne? Eh ben, moi, j'adore. Non, pour Paris, en fait. Non, mais c'est sûr. Non, pour 2 choses. Pour Paris et pour Fontainebleau. Fontainebleau pour aller grimper et courir. Circuit des 25 bosses, à ne jamais louper. Et Paris pour République, pour Canal Saint-Martin, pour le Marais. 3 questions pour conclure, avant une petite partie réservée aux abonnés Patreon. Mais là, pour conclure cet enregistrement pour tout le monde. Est-ce que tu as un objectif à long terme qui te fait rêver? Zegama. Ok. Eh oui, il est à la 2e partie de l'histoire à écrire. Est-ce que tu as un conseil ou un message que tu aimerais que les auditeurs et auditrices de cet épisode retiennent? Je pense que, encore une fois, je reviens à apprendre à s'écouter, apprendre à courir avec ses sensations. C'est pour moi une base, je trouve, quand tu commences, mais aussi quand tu continues. Parfois, c'est hyper intéressant de bosser avec les montres et tout ça, c'est sûr, mais parfois juste cacher l'écran et s'écouter, c'est aussi très très important. Et je pense qu'on peut avoir de belles surprises sur justement après comment t'analyses quand tu t'es écouté ou pas. J'adore ce message. Dernière question de Margot, qui participe à la réalisation de ces épisodes. Pour conclure, elle te demande « Qu'est-ce qui fait de toi l'athlète que tu es aujourd'hui ?» Je pense que j'ai assez vite intellectualisé le fait que... je pense que c'est hyper important d'être épanoui dans sa vie, de pas être monobloc et monomaniaque juste sur quelque chose. Mais surtout quand tu vis des hauts et des bas, c'est normal, c'est sport de haut niveau. Si t'es sans cesse en train d'être heureux en fonction des objectifs que tu remplis ou pas, t'as pas beaucoup de chance d'être tout le temps heureux. Donc, avoir une vie hyper chouette à côté, épanouie, c'est ce qui te rendra le plus performant et le plus épanoui. Et je suis persuadée c'est ça, un humain épanoui sera un athlète performant et vice versa, quoi. Donc, avoir une vie saine et bien équilibrée et trop chouette à côté, c'est hyper important. Merci énormément, Élise. C'était un vrai plaisir de t'écouter. Pareillement. Merci, Cyril. Voilà, c'est tout pour mon échange avec Élise Poncet. Tout d'abord, je remercie For Endurance, partenaire de la saison 3 du podcast Courir Mieux. For Endurance propose de nombreux produits de qualité pour les athlètes d'endurance, composés en accord avec la littérature scientifique. Puisque Élise est plutôt spécialiste des formats courts, j'ai envie de vous inviter cette semaine à découvrir ce qu'il propose pour ce type d'effort où les apports peuvent être élevés, voire très élevés.
Si vous montez par exemple à 90 voire 120 grammes de glucides par heure, vous pouvez essayer les gels et les boissons Endurance. Vous pouvez essayer les gels et les boissons Endurance à un ratio 1,08 adapté aux apports glucidiques importants. Les gels existent en version avec ou sans électrolytes ou alors avec ou sans caféine. Et pour la caféine, Endurance propose également des gélules de caféine qui facilitent l'apport. Pour découvrir tous ces produits, rendez-vous en description où vous trouverez un lien et un code vous permettant de bénéficier de moins 10% chez For Endurance. Je remercie également les 3 autres partenaires de cette saison 3, Compressport, Merrell et Suunto. En description, vous trouverez des codes promo pour chacun d'entre eux. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez rejoindre le Patreon de Courir Mieux pour avoir accès, entre autres, à mon échange exclusif avec Élise, où on parle de la formation de guide de haute montagne et des sacrifices que ce projet demande, ou encore de son record du Mont Blanc. Tous les contenus exclusifs sont disponibles avec un abonnement à 7 € par mois et 6 € par mois avec un abonnement annuel. Si ça vous intéresse, le lien est en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode à la frontière entre science et rencontre où on va parler de la mobilité avec la littérature scientifique disponible sur le sujet et avec mon invité Thibaut Salinet, kiné du sport et cofondateur de l'application GoMode. Je vous dis donc à la semaine prochaine.